Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire sur l'éco-conception et l'ACV, analyse du cycle de vie. Nous sommes en présence de Solène du pôle éco-conception, de Roméo de l'ADEME, de Mélissa et Gauthier du groupe ERAM. Aujourd'hui, plusieurs points seront abordés. Solène nous parlera de l'éco-conception et l'ACV d'un point de vue du pôle éco-conception. S'en suivra une présentation de Roméo de l'ADEME sur les aides financières dans la démarche d'éco-conception. Et par la suite, un retour d'expérience du groupe ERAM par Mélissa et Gauthier. Dans un premier temps, je vais vous présenter la plateforme. Sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets. L'onglet chat et l'onglet questions. Donc, l'onglet chat est à utiliser uniquement pour nous saluer, comme je viens de le faire à l'instant. Pour nous remonter quelques problèmes techniques comme le fait de ne pas voir ce qui se passe à l'écran ou de ne pas nous entendre. Dans ces cas-là, on essaiera d'y répondre, de résoudre le problème le plus rapidement possible. Et dans l'onglet questions, donc ce sont l'onglet à utiliser exclusivement pour poser des questions aux différents intervenants du jour et on y répondra généralement à la fin de chaque présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des différentes interventions. Dans la mesure du possible, on répondra à l'ensemble des questions tout au long de cette présentation. J'en ai bientôt terminé. Je vais d'abord vous présenter quelques chiffres, les chiffres de Cap Digital. Donc, Cap Digital est un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes. Nous avons une ancienneté de 15 ans. Ces 1000 structures adhérentes sont composées de 850 PME et start-up, 70 grands comptes, 70 écoles et 10 fonds d'investissement. Sur l'année 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 110 événements ayant regroupé 15 000 participants. Jean-Philippe, je vois que vous n'avez pas de son. J'essaye de regarder ça juste après ma petite présentation. Pour les experts, nous sommes composés de 160 experts et de 40 collaborateurs. Donc, sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital, vous avez la possibilité de solliciter l'ensemble de ces experts et des collaborateurs qui sont à votre disposition pour toute question. En tant que non-adhérent, je vous invite à nous contacter pour vous renseigner sur l'adhésion, mais je vais vous mettre le lien juste après dans le chat pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de nos services, notamment l'accompagnement lors de projets R&D. En parlant des projets R&D, nous avons eu la chance de mener à bien 3600 projets, 3136 projets de R&D ont été reçus depuis 2006, dont 1719 ont été labellisés et 870 financés. Une autre verticale, l'accélération, donc 571 millions d'euros ont été levés par les entreprises adhérentes du pôle, dont 80% via nos services d'accélération et R&D. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises du French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. Par rapport à la transformation numérique, il y a eu plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up et grands comptes en 2020 via nos différents programmes. Et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Dernière petite slide, et après je laisserai la parole à Solène. Les chiffres concernant l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur l'année 2020, et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. J'en ai terminé avec ces quelques chiffres. Je laisse donc la parole à Solène qui va nous faire un focus sur l'éco-conception et l'ACV. C'est à vous, Solène. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Enchantée. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler éco-conception et ACV. Donc, moi, je suis ingénieure conseil au sein du pôle éco-conception. Le pôle éco-conception est une association nationale qui vise à aider les entreprises à augmenter leur performance et créer de la valeur en s'appuyant sur la vision cycle de vie et la réduction des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie. On réalise également de la mesure des impacts environnementaux avec ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, que je vais vous présenter aussi durant cette présentation. Au pôle éco-conception, on a 4 manières d'agir. On travaille à inspirer le territoire et à diffuser la pensée cycle de vie
Pour ça, on va faire des retours d'expérience sur des expériences d'entreprises qui ont fait de l'éco-conception et chez qui ça a marché ou pas. On prend aussi les exemples moins positifs pour montrer toutes les facettes du sujet. On va stimuler, on va aider les structures, les partenaires. On a beaucoup de partenaires sur toute la France pour déployer l'éco-conception à grande échelle. On va agir, on va conseiller, former les entreprises en éco-conception et on va consolider, on fait un petit peu de recherche, on travaille avec l'AFNOR notamment sur les normes. Donc on aide vraiment à consolider le secteur. Alors, qu'est-ce que l'éco-conception ? Avant de se lancer plus loin, vous avez besoin de comprendre l'ensemble du sujet. Donc l'éco-conception, je ne vous sors pas la norme de l'ISO 14006, vous pourrez aller la chercher, la définition officielle. Je vous sors ma petite définition à moi. C'est penser aux conséquences environnementales d'un produit, d'un service, dès sa conception, et avec une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie, en assurant la performance du produit. Ce que j'entends par là, c'est que on va regarder les impacts environnementaux du produit, du service, sur toutes ces étapes de cycle de vie. On commence par l'extraction des matières premières et l'utilisation d'énergie. Cette matière qu'on va aller chercher, ensuite on va la transformer quelque part dans le monde. Une fois qu'elle est transformée, on va la transporter, on va l'acheminer là où elle va être vendue, sachant que le transport, on le met à un endroit sur le petit schéma, mais il se retrouve évidemment dans de multiples étapes du cycle de vie. Dans toutes les étapes, on en retrouve un petit peu. Une fois que le produit arrive dans les mains de son consommateur, son usager, il va potentiellement émettre de la pollution, consommer de l'énergie à la phase d'usage. Et enfin, il va arriver en fin de vie. On va essayer de voir pourquoi il arrive en fin de vie. Est-ce qu'on pourrait éviter qu'il arrive en fin de vie à un moment, enfin, prolonger sa durée de vie? Et une fois qu'il est en fin de vie, comment est-ce qu'il est géré? Est-ce qu'il va être recyclé? Est-ce qu'il va être brûlé? Est-ce qu'il va être enfoui? Donc ça, c'est l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et vous voyez le petit bonhomme de la conception qui se trouve à gauche de mon schéma. Ce petit bonhomme, à la conception, il a la main sur 80% des impacts environnementaux. Ça veut dire que quand on pense éco-conception, on va intégrer les impacts environnementaux dès la phase de conception du produit du service. Et ça va nous permettre de pouvoir toucher à 80% des impacts environnementaux du produit, du service pendant son cycle de vie. Donc c'est un gros levier et c'est le meilleur moment pour intégrer les impacts environnementaux. Et puis, on met l'accent sur assurer la performance du produit, puisque concevoir un produit qui pollue moins, mais qui est plus fragile et qui, du coup, va durer moins longtemps et va devoir être remplacé plus souvent, c'est un exemple, ne va pas réduire durablement les impacts environnementaux. De même, faire un produit qui est plus léger, mais qui va consommer plus d'énergie à l'utilisation, ne va pas réduire durablement les impacts environnementaux. L'éco-conception, vous l'avez compris, c'est une vision cycle de vie avec de multiples étapes. C'est aussi une vision multi-critères d'impact. On ne va pas regarder uniquement l'impact CO2, comme le fait le bilan carbone. On va aussi regarder d'autres critères d'impact environnementaux, comme les impacts sur la santé humaine, les impacts sur les ressources naturelles. Ici, je vous ai mis une diversité d'impacts environnementaux qui sont les impacts les plus souvent calculés en analyse de cycle de vie. On peut aussi avoir des critères environnementaux qui sont qualitatifs ou semi-qualitatifs. On va, plutôt que de calculer la tonne équivalent CO2 émise, regarder la quantité d'énergie consommée. On va peut-être regarder la quantité de déchets générés. Donc ça, sur l'ensemble du cycle de vie. Ce que ça nous permet, en tout cas, c'est d'éviter les fausses bonnes idées. J'ai diminué la quantité de gaz à effet de serre, donc mon produit est plus écologique. Peut-être que vous avez diminué la quantité de gaz à effet de serre, mais est-ce que vous n'avez pas augmenté la consommation quelque part ailleurs? Multicritères, donc une autre manière de montrer à quel point c'est important, c'est ce petit schéma qui représente l'impact d'un Européen moyen sur une année en gaz à effet de serre. On voit là en vert que les fruits et les légumes, ça représente moins de 0,1% de l'empreinte carbone d'un Européen moyen. Donc on peut se dire que c'est quelque chose d'assez négligeable. En revanche, si on le regarde sur le critère de la quantité de déchets produites, on arrive à 18%, ce qui devient le troisième
le troisième élément qui génère le plus de déchets après les emballages et les produits de jardinage et déchets verts. Et donc là, ça devient quelque chose d'assez incontournable. Le multicritère, ça nous permet effectivement d'éviter de passer à côté de certains sujets. En éco-conception, ce multicritère, il nous permet aussi d'éviter les transferts d'impact. Les transferts d'impact, ça va être réduire les impacts sur une étape du cycle de vie. Par exemple, si on compare une voiture thermique avec une voiture hybride, la voiture hybride va émettre moins d'impacts environnementaux en phase d'usage, puisqu'elle va consommer moins de pétrole. Mais cette voiture, elle va avoir une batterie. Et cette batterie, elle va augmenter l'impact environnemental de la voiture en phase de fabrication et de matières premières et en phase de fin de vie, puisqu'il va falloir la gérer. Donc on a un transfert d'impact d'une étape du cycle de vie à l'autre. Et ça, il faut en tenir compte. C'est ce que permet la vision cycle de vie. De la même manière, cette vision multicritère dont je vous ai parlé tout à l'heure permet d'éviter les transferts d'impact d'un impact environnemental à l'autre. Toujours avec la voiture hybride en France, elle va fonctionner au nucléaire, donc elle va émettre moins de gaz à effet de serre et consommer moins d'énergie renouvelable. Par contre, elle va augmenter la toxicité dans le milieu, augmenter la consommation de ressources rares puisqu'on va utiliser une batterie et augmenter l'acidification pour les mêmes raisons. Donc on a un transfert d'impact d'un indicateur environnemental à l'autre. Donc là, vous commencez à voir que l'éco-conception permet d'avoir une vision la plus exhaustive possible des impacts environnementaux d'un produit, d'un service sur son cycle de vie et d'éviter les fausses bonnes idées, les fameuses. Mais l'éco-conception, c'est aussi une affaire de compromis. Parce que en tant qu'entreprise, vous avez des contraintes clients, des contraintes marché, de la réglementation, des technologies qui sont nouvelles, qui sont balbutiantes, qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles. Vous avez des liens avec vos fournisseurs. Vous n'avez pas forcément la main. Si vous faites de l'électronique, je ne pense pas que vous puissiez tellement négocier avec les grands producteurs de systèmes électroniques. Vous êtes tout petit par rapport à eux. Et à l'inverse, vous avez des impacts environnementaux que vous allez connaître. Et donc, en éco-conception, vous allez faire des compromis entre vos contraintes de toutes sortes et les opportunités de réduction des impacts environnementaux. Ça, c'est un point essentiel. Et pour guider ces compromis, vous allez avoir besoin d'une direction, d'une stratégie d'éco-conception qui va vous dire, bon, on est intransigeant sur ça, par contre, sur tel autre critère, on va devoir laisser couler parce qu'on n'a pas le choix. D'où l'importance des compromis. Je vais maintenant vous présenter les étapes d'une démarche d'éco-conception. Donc, une démarche d'éco-conception, ça se fait en 6 étapes en général. En tout cas, c'est ce que nous, on préconise au pôle. La première étape, c'est de cadrer la démarche d'éco-conception. C'est un point vraiment crucial, comme dans tout projet. On va cadrer le projet, on va cadrer les enjeux. En fonction des capacités de l'entreprise et des opportunités du marché, on va décider de faire un projet qui sera soit de reconception assez facile pour commencer, soit un projet hyper innovant de changement des fonctions, d'intégration des parties prenantes. Ça peut être vraiment aller de quelque chose de très simple à quelque chose de très complexe. Et ça va dépendre des capacités de l'entreprise à se lancer dans un projet complexe, de son envie aussi. Et puis, ça va dépendre des opportunités du marché. Est-ce qu'on a une réglementation qui pousse? Est-ce qu'on a des concurrents? Est-ce qu'on a des technologies nouvelles qu'on pourrait utiliser dans nos produits qui nous permettraient de nous différencier? Est-ce qu'on a des bonnes idées? Est-ce qu'on a envie d'y aller? Cette étape de cadrage, elle va aussi permettre de choisir le produit à éco-concevoir. Et quand on se lance, le premier produit qu'on choisit, le premier projet, il est hyper important parce que c'est celui qui va faire la preuve par l'exemple dans l'entreprise et qui va marquer la démarche d'éco-conception pour la suite. Donc ce choix de produit, il est très important. Une fois qu'on a cadré cette démarche et ces enjeux, qu'on a une idée de là où on veut aller, on va faire l'évaluation environnementale de la situation de référence. On a choisi notre produit. Maintenant, on va regarder quels sont ses impacts environnementaux. L'objectif, là, c'est d'avoir une photo des impacts environnementaux, une photo plus ou moins précise. Ça n'a pas besoin d'être aussi précis ça n'a pas besoin d'être très très précis avec des chiffres exacts, mais ça peut être juste grosso modo,
on sait que j'ai un textile. Dans le textile, les impacts environnementaux, ils vont être à la matière première et ils vont être à l'usage, au lavage. Bon, bah, c'est déjà une super piste. Ça ne veut pas dire qu'on va s'intéresser que à la matière première et à l'usage, mais ça veut dire que le gros des efforts, il devrait se faire en toute logique sur ces étapes-là, puisque c'est là où il y a le plus d'impact. Après, évidemment, si vous n'avez pas la main sur tout, vous pourrez aussi travailler sur les autres étapes ou sur lesquelles vous avez la main, sur lesquelles c'est plus facile. Donc, cette étape de photographie des enjeux vous permet de prioriser les axes sur lesquels travailler. Une fois que vous avez cette idée-là, ça bien en tête, vous pouvez passer à la recherche de pistes d'éco-conception. Pour la recherche de pistes d'éco-conception, il y a tout un tas d'outils qu'on va utiliser qui vont vous donner des stratégies d'éco-conception à appliquer chez vous. Est-ce que j'ai pensé à mettre du recyclable? Est-ce que j'ai plusieurs matériaux et est-ce qu'ils sont séparables en fin de vie? Voilà des exemples de pistes d'éco-conception. Vous allez donc créer aussi, faire des séances d'idéation, de créativité. Ça va vraiment dépendre de votre produit, votre entreprise, vos habitudes aussi en interne. Vous allez générer plein de pistes d'éco-conception. Et puis, grâce à la stratégie d'entreprise que vous avez, vous allez décider, élaguer, dire ça on prend pas, ça il faut qu'on teste. Vous allez choisir vos pistes d'éco-conception, vous allez les calibrer et les intégrer dans vos projets de conception générale et faire des tests industriels, etc. Et en parallèle de ça, vous allez évaluer la situation, la nouvelle solution pour vérifier qu'elle est vraiment plus intéressante d'un point de vue environnemental. Donc, on va reprendre la première évaluation environnementale, le produit de référence, et on va comparer avec notre nouveau produit. Typiquement, j'avais un produit en matière en pétrole, en plastique neuf. Je mets du plastique recyclé à la place. Est-ce que j'ai gagné en impacts environnementaux? Est-ce que j'ai gagné en impacts environnementaux? On va dire que oui. Est-ce que mon usage est toujours aussi long? Ou est-ce que le fait d'avoir mis de la fibre recyclée, ça fragilise le produit, il est utilisé moins longtemps? Et dans ce cas-là, est-ce que vraiment j'ai gagné en impacts environnementaux? À mesurer, à vérifier. Une fois qu'on s'est assuré qu'on avait vraiment des bénéfices environnementaux, on lance le produit et là, on vient communiquer sur notre produit. C'est la phase de marketing du lancement du produit. Je ne vais pas les présenter aujourd'hui, mais il y a quelques petites règles en éco-conception, en environnement, en communication environnementale, petites règles à appliquer pour pas tomber dans des pièges et éviter le greenwashing et faire une communication qui parle à vos clients. Je vais vous présenter rapidement deux outils d'éco-conception. Le but, c'est pas de vous noyer, donc je ne vais pas aller trop loin. Alors d'abord, l'analyse du cycle de vie. Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu le terme, puisque c'est vraiment la première chose à laquelle on pense quand on parle éco-conception. C'est souvent la première chose pour laquelle les entreprises viennent nous chercher. L'analyse de cycle de vie, le principe, c'est de considérer un produit, un service, un système, un procédé, mais partons sur un produit. On va regarder tout ce qui rentre dans le produit et tout ce qui sort du produit. Je prends un t-shirt, on va regarder quelle est la matière qui rentre. Du coton. OK, pour faire le coton, il faut quoi? Il faut de l'eau, il faut des pesticides, il faut de la terre. Bon, on va noter tout ça. On va faire ce qu'on appelle un inventaire du cycle de vie. Donc, on va noter tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Notre coton, il va permettre de faire le tissu, mais il va aussi permettre, on a la graine du coton qui va faire de l'huile, par exemple. Donc, on va avoir des coproduits. Et puis, les pesticides vont générer des émissions dans l'eau, dans l'air. Donc, on va avoir des effluents, des déchets. Donc, on va rentrer tout ça, lister tout ça dans un inventaire de cycle de vie. Inventaire qu'on va ensuite rentrer dans ce qu'on appelle un logiciel d'analyse de cycle de vie. Ce logiciel va en gros dire, OK, pour 1 kg de coton, je sais qu'il y a tant de pesticides, ça veut dire tant d'eutrophisation de l'eau, donc les algues vertes, tant de toxicité sur l'homme, tant de toxicité sur les espèces humaines, tant de terres arables utilisées pour cultiver le coton, tant de pétrole consommé pour faire les activités agricoles, aller récolter le coton, le transporter, le filer, etc. Donc notre logiciel va nous sortir pour 1 kg de coton tout un tas d'impacts environnementaux, ce qui va nous permettre de savoir où sont les impacts environnementaux pour notre kilo de coton, puis ensuite, une fois qu'on aura mis toutes les informations concernant notre t-shirt, pour notre t-shirt en général. L'analyse de cycle de vie, c'est très très complet, mais c'est très très complexe. Ça prend du temps, parce qu'il faut aller chercher toutes ces informations.
il faut les modéliser et il faut les interpréter. Ça prend du temps et ce n'est pas toujours nécessaire de faire une analyse de cycle de vie. Si vous êtes sur un premier projet d'éco-conception, vous pouvez déjà aller regarder ce qui existe en termes d'analyse de cycle de vie en bibliographie. Grosso modo, entre 2 t-shirts, vous aurez un profil à peu près similaire. Entre 2 t-shirts en coton, un profil à peu près similaire, ça vous donne déjà des idées. Vous ne lancez pas dans l'analyse de cycle de vie tout de suite, ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il vaut mieux garder votre argent et votre temps pour réellement travailler sur les projets d'éco-conception. Voilà plutôt un outil qui est gratuit et qui vous permettra de vous lancer dans un premier temps. C'est une checklist. Alors celle-ci est générique, il en existe par secteur. Cette checklist va vous donner des pistes d'éco-conception. Par exemple, sur les matériaux, sélectionnez des matériaux moins toxiques, des matériaux renouvelables. Là, vous avez 47 pistes d'éco-conception. Vous pouvez retrouver cette route des stratégies sur le site du pôle éco-conception. Ça s'appelle la route des stratégies d'éco-conception ou la route de Brézé. Là-dedans, vous avez par étape du cycle de vie des stratégies d'éco-conception que vous pouvez appliquer à votre produit. C'est une sorte de checklist. C'est super facile à utiliser. Et dans un premier temps, c'est largement suffisant pour commencer. Pour terminer, je voudrais vous donner les pistes, les clés pour réussir sa démarche d'éco-conception. Clés que nous, on a identifiées au pôle, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur l'éco-conception. On a identifié les pistes qui permettent d'assurer le succès d'un projet. Et la toute première, et j'en ai déjà parlé, c'est vraiment d'avoir le soutien de la direction. C'est clé. Vous avez vu qu'à plusieurs étapes de la démarche, il va falloir trancher. Et donc, il faut que la direction ait donné une direction claire pour savoir on tranche dans quel sens, on met quels moyens. Il faut avoir une équipe projet interservice motivée. Ça, j'en ai pas parlé. Mais vous l'avez vu, l'éco-conception, ça touche tout un tas de secteurs dans l'entreprise. On va avoir besoin de la communication et du marketing pour s'assurer que notre projet, il s'intègre dans le marché, il va vraiment répondre à une demande client et que notre produit va être vendu. Il s'intègre aussi plutôt du côté de la conception et du côté de l'industrialisation pour vérifier que nos idées ne sont pas complètement déconnectées de l'industrie et qu'on va être capable de les mettre en œuvre. Donc voilà, on a vraiment besoin d'une équipe projet interservice. Et motivé, mais aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont tellement importants que tout le monde est motivé à faire de l'éco-conception. Ensuite, il faut choisir stratégiquement son premier produit. J'ai bien insisté déjà là-dessus pour créer sa première success story. Analyser les opportunités marché et les capacités de l'entreprise, c'est pareil, j'en ai déjà bien parlé. Il faut s'assurer que le produit va s'intégrer dans le marché, qu'on ne se lance pas dans quelque chose de trop conséquent et qu'on est vraiment capable de mener le projet à bien. C'est important de sensibiliser tous les collaborateurs à l'éco-conception pour que chacun intègre dans ses processus des bons réflexes d'éco-conception et que le projet soit porté par tous. Dimensionner le projet en fonction des enjeux, c'est un petit peu ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Et enfin, construire une communication cohérente, en cohérence avec justement les résultats qu'on aura obtenus. Il faut savoir rester humble. Aujourd'hui, on a toujours des impacts environnementaux. Il n'y a qu'en agriculture ultra locale, consommée sur place, une agriculture où c'est des bœufs qui portent la charrue, qu'on pourrait ne pas avoir d'impact environnementaux négatifs. Donc il faut rester humble, savoir reconnaître que ce n'est pas parfait, mais qu'on travaille à améliorer les choses. Voilà mes petits conseils pour réussir votre démarche d'éco-conception. Je pense que j'ai respecté mon timing. C'est parfait, Solène. On ne pouvait pas faire mieux. Merci beaucoup. On va passer aux différentes questions. Et il y en a quelques-unes. Première question de François. L'étape de la conception permet d'agir sur 80% des impacts environnementaux. Comment a été quantifié ce niveau? Par qui se décline-t-il par secteur? Alors, c'est un chiffre qui a été donné, qui a été calculé il y a 5-6 ans, je pense, et qui est aujourd'hui admis comme une vérité générale. C'est assez imprécis, on est d'accord, et ça correspondrait à tous les secteurs. Merci beaucoup, Solène. Une seconde question de Patrice. Comment intégrez-vous la chaîne de valeur fournisseur de rang dans l'ACV? Comment on intègre la chaîne de valeur dans l'ACV?
Alors, tout l'enjeu, en fait, ça va être la récolte des données. Plus vous allez remonter dans les fournisseurs, moins vous aurez de facilité, plus vous aurez de difficultés à obtenir des données. Donc, c'est là où on va faire la différence entre une ACV simplifiée, où on va utiliser des données génériques, et une ACV plus complexe, où on va aller chercher l'information assez loin. On intègre la chaîne de valeur dans la mesure où on va remonter au maximum, au plus loin possible, les processus qui vont être faits, les éventuelles bonnes pratiques qu'aura l'usine du fournisseur sur les impacts environnementaux, toutes les données qu'on pourra avoir dans justement le monde de la chaîne de valeur. Sachant que d'expérience, ça peut être compliqué à obtenir. J'espère que je réponds à la question. Alors, si vous souhaitez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à nous reposer une question en complément dans l'onglet questions. Pour répondre à Alain dans le chat, effectivement, le support sera partagé à la fin de la présentation du jour. En plus, le replay sera joint également. Donc, une autre question de François. En plus des transferts d'impact, il peut y avoir des effets rebonds. Comment en tenir compte ? Comment en tenir compte? Eh bien, il faut réussir à les anticiper et c'est pas évident. Alors pour tout le monde, j'explique un effet rebond. Ça peut être justement, on fait un produit qui est plus écologique et du coup, il va être plus consommé parce que les consommateurs trouvent ça super chouette. Et donc, on va en vendre plus. Et au final, on va polluer plus. Comment en tenir compte? Eh ben, il faut les anticiper et communiquer sur le besoin et répondre à un usage. L'idée, c'est si le produit est vraiment nécessaire, il sera acheté. Et essayer d'éviter de pousser à l'achat. C'est ma meilleure réponse. Merci beaucoup, Solène. Une question de Patrice. Pourquoi cantonner la démarche ACV à l'environnement et non pas intégrer l'ensemble des ODD? Donc, ODD, les objectifs de développement durable. Eh ben, c'est une bonne question. Alors, il existe des lignes directrices pour faire de l'analyse du cycle de vie social qui tiendrait compte de l'ensemble des ODD, justement. Aujourd'hui, la CV sociale, c'est plutôt en phase expérimentale. On est en train de développer, de consolider les bases de données qui permettent de mesurer les impacts sociaux et les méthodes qui permettent d'être exhaustifs dans la recherche des impacts. Mais c'est vraiment à une étape très expérimentale. Donc ça existe, ça a été fait. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher un exemple qui se trouve sur Internet de Lacoste qui avait fait ce travail-là. Ça avait été présenté au congrès Avenir de je ne sais plus quelle année. Merci beaucoup, Solène. Une question d'Alain. La base impact de l'ADEME est-elle suffisante pour faire une ACV lors d'une éco-conception? Eh bien, ça va dépendre du projet. En fait, la base impact de l'ADEME, c'est une base du coup qui est gratuite, qui comporte pas mal de données. Mais ça va dépendre. Si c'est un premier projet d'éco-conception, ça peut suffire. Après, il existe des bases de données très spécifiques pour certains secteurs d'activité. Selon le projet, ça peut être intéressant d'aller chercher ces bases de données-là et d'être plus précis. Ça va vraiment dépendre de l'ambition et du projet. Merci beaucoup. Alors, Manon, comment fonctionnent les calculs de compensation carbone dans l'ACV? Alors, on a tendance à ne pas les intégrer. Ça va vraiment être une question de stratégie et d'objectif. Mais dans la compensation carbone, généralement, se fait à l'échelle d'une entreprise ou d'un procédé. Et l'ACV se fait à l'échelle d'un produit. Donc, on va généralement pas le faire, pas les intégrer. Je pense que techniquement, ça serait faisable de mettre j'ai planté un arbre parce que j'ai acheté une paire de chaussures. Ce serait faisable de le faire dans le logiciel. Moi, je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas que ça se fasse si fréquemment que ça. Merci beaucoup, Solène. Une seconde question concernant l'effet rebond dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, l'effet rebond, n'est-ce pas ce qu'on appelle les ACV conséquentiels? Alors, les ACV conséquentiels, ça devient technique. Les ACV conséquentiels, c'est
Alors, moi, dans ma vision de ce que c'était qu'un effet rebond, c'est une conséquence qui va être sur le marché et le mode de consommation. L'ACV conséquentiel, c'est considérer qu'un produit va remplacer un autre, par exemple. J'aurais du mal à aller plus loin dans le détail parce que ça devient assez technique et je ne suis pas experte ACV. Donc, je préfère m'arrêter là. Merci Solène. Les collègues experts si vous voulez plus tard. Alors, justement, vous pouvez partager dans le chat l'ensemble de vos coordonnées, Solène, pour qu'on puisse entrer en contact avec vous directement si d'autres questions techniques viendraient à être posées. Et donc, on a une dernière question de Solange. Quel est le logiciel que vous utilisez pour faire l'analyse du cycle de vie et votre checklist? Je vais répondre comme d'habitude, ça dépend du projet. Ça dépend des projets. Nous, au pôle, on a OpenLCA comme logiciel. On utilise aussi le logiciel de l'ADEME Base Impact. Et on utilise EcoDesign Studio, qui est une version plus ergonomique d'OpenLCA, il me semble. Voilà. Et la checklist, on utilise la checklist générique que je vous ai présentée. Il y a des checklists sectorielles qu'on va utiliser aussi. Ce qui est très important, c'est que en fait, en entreprise, la checklist, il faut que vous l'adaptiez, que vous la preniez pour vous. Vous regardez toutes les stratégies qui sont présentes et vous gardez celles qui vous parlent. Vous les précisez éventuellement parce que matériaux renouvelables ou matériaux naturels, selon l'activité que vous avez, vous pouvez peut-être préciser. Entre du coton et du lin, on n'a pas les mêmes impacts environnementaux. Peut-être que plutôt que de dire naturel, on va dire j'essaye de privilégier le lin, même si je sais que ce n'est pas les mêmes prix, pas les mêmes propriétés. Merci beaucoup, Solène. C'était donc la dernière question. Alors, n'hésitez pas à poser d'autres questions dans l'onglet questions. Toujours, Solène y répondra par écrit cette fois-ci. Si vous avez d'autres questions à destination des autres intervenants, n'hésitez pas à le mentionner, sachant que c'est peut-être une question spécifique pour l'ADEME, une question spécifique pour l'éco-conception ou alors une autre question spécifique pour le groupe ERAM. Alors, avant de laisser la parole à Roméo, il y a encore une petite question de Solange également, donc pour Solène. Y a-t-il déjà des bases de données avec les résultats ACV? Des bases de données avec des résultats ACV. Alors, oui, vous pouvez aller trouver des profils, ce qu'on appelle des profils environnementaux produits. Donc, c'est des sites Internet qui recensent des analyses de cycle de vie qui ne tiennent pas compte des phases d'usage et fin de vie, par contre. Ça va dépendre du secteur. On peut peut-être échanger plus en détail à deux si vous voulez. Et oui, open source. Merci beaucoup, Solène. Alors, quelques messages dans le chat. Donc, c'était vous, Solène. C'est parfait avec l'ensemble de vos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Solène. Roméo, c'est à vous. Alors, j'enlève juste ça. Donc, pour la présentation des aides financières dans la démarche d'éco-conception avec le pack éco-conception, zoom sur le secteur IA, mode durable numérique, la AP Perfecto. Mais vous allez sûrement parler beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas faire un petit listing. Je vous laisse la parole et je reviens juste après votre présentation pour vous poser l'ensemble des questions. C'est à vous, Roméo. Merci Nadège. J'espère que vous m'entendez bien. Je monte le volume à fond. Tac. C'est parfait. Impeccable. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Roméo Malcure, donc ingénieur effectivement à l'ADEME. Donc, on y va et je voulais commencer, avant de rentrer dans le détail, pour faire le lien avec la présentation de Solène. Au sein de l'ADEME, en 2020, on a réalisé une étude auprès des entreprises qui avaient fait une démarche d'éco-conception pour évaluer les freins, les leviers, etc. et autres. Et je vais vous partager rapidement les bénéfices qui avaient été pu remonter. Donc, en bénéfice quantitatif, on avait une augmentation du chiffre d'affaires en majorité qui était entre une quinzaine de pourcents pour les structures qui étaient passées en éco-conception sur un de leurs produits. Une amélioration sur les coûts de production, on peut s'imaginer que si on innove, si on change, par exemple, la matière pétrosourcée sur du recyclé, on va augmenter les coûts de production. Ce n'est pas forcément le cas. Ça va dépendre c'est à peu près 50-50. Ce n'est pas toujours vrai. Par contre, on a une gain de part de marché.
parce qu'on va présenter un nouveau produit qui est peut-être de meilleure qualité, qui répond peut-être plus aux enjeux environnementaux et sociaux de ses clients. Et en bénéfice qualitatif, on a une amélioration de l'image de l'entreprise, c'est ce que je disais juste avant. On avait noté également un engagement et une motivation des équipes au sein même de l'entreprise qui était assez notable, notamment justement parce que ça répondait aussi aux valeurs, un peu plus aux valeurs des employés. Donc ça, c'est assez conséquent. Une montée en compétences des équipes, parce qu'on va chercher des nouveaux produits, de l'innovation, de la R&D, etc. Et enfin, satisfaction, augmentation de la satisfaction des clients. Voilà, donc ça, c'était le petit propos pour faire le lien entre l'ACV, la démarche éco-conception et cette petite étude nationale ADEME. Ceci étant dit, en un zoom, là, pour zoomer, donc là, on est sur une nouvelle boucle. On n'est pas tout à fait sur la même boucle d'éco-conception. Là, on est sur la boucle économie circulaire. On va zoomer aujourd'hui, vous le voyez, sur le carré éco-conception. Sachez juste que l'ADEME, nous, on peut accompagner sur l'ensemble des thématiques autour de l'économie circulaire. Donc, par exemple, il y a l'économie de la fonctionnalité. Je sais qu'il y a eu un webinaire il n'y a pas longtemps, justement, avec Cap Digital là-dessus. Je vais vous parler un tout petit peu, on le voit en bas, sur l'allongement de la durée d'usage, ce qui est réemploi, réparation, utilisation. Pourquoi? Parce que c'est lié fortement à l'éco-conception. Et enfin, on a également de l'accompagnement sur tout ce qui est recyclage en fin de vie, qu'on n'abordera pas aujourd'hui. On y va sur les études. Donc, l'ADEME, donc Agence de la transition écologique, on est une agence publique. Et donc, tous nos fonds sont publics et on fonctionne en subvention uniquement. Et on a donc le pack éco-conception, c'est l'aide qui est zoomée sur l'éco-conception. On a deux types d'aides. Vous le voyez, on peut accompagner sur des études en 2 temps, c'est-à-dire une première phase qui va être une phase de diagnostic. Là, c'est pour toutes les structures et les porteurs qui veulent se lancer. C'est la première étape, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent peut-être pas quel produit éco-concevoir. Donc, il y a une première phase d'acclimatation qui va être nommée diagnostic. Donc, on peut accompagner que ce soit les TPE jusqu'aux grandes entreprises, des structures, voilà, des entreprises. On peut accompagner des associations et des acteurs de l'ESS. Voilà, sur le diagnostic, vous le voyez, je ne reprends pas tous les taux d'aide, mais on a à peu près un taux d'aide en subvention de entre 70 et 50% selon la taille de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on va venir accompagner? On va venir accompagner une prestation externe, donc un bureau d'études externe qui vient vous épauler vous en tant qu'acteur. Ou si la structure a déjà des compétences en éco-conception en interne, on va pouvoir les valoriser. Et en complément, vous le voyez, on a aussi un forfait de dépenses internes. Pourquoi? Comme le disait Solène, un de ses conseils qui était assez essentiel, c'est qu'il ne faut pas que l'éco-conception, ça soit porté uniquement par la cellule développement durable ou uniquement par le prestataire externe et qu'on fait ça dans son côté et puis rouler. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique avec l'ensemble des services. Pourquoi? Parce que le service commercial va en avoir besoin, le service technique. Si vous avez du process avec des personnes industrielles, etc., ils vont vouloir faire aussi un retour technique. Voilà, il y a le packaging, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc, on peut accompagner nous, ces temps de réunion et ces temps de dépenses internes sur cette phase diagnostique. Voilà. Après, il y a une deuxième étape qu'on appelle une étape de mise en œuvre, c'est-à-dire une fois qu'on a fait un premier bilan, un peu comme ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire un premier état des lieux, un produit cible, on fixe ses objectifs, on a un produit, et une fois qu'on a fait une analyse de cycle de vie ou des checklists, on va aboutir à la fin de la phase diagnostique à des préconisations pour venir diminuer son empreinte environnementale, diminuer les points chauds. Et derrière, ça c'était la première étape, derrière après il faut passer à l'étape de mise en œuvre pour mettre en œuvre ces préconisations. Donc là, on peut accompagner sur une deuxième étape qui est des montants un peu plus conséquents parce que ça prend généralement un peu plus de temps. Il peut y avoir des changements de process, il peut y avoir des changements de produits, etc. Donc, on peut aller un petit peu plus loin là-dessus. Ça, c'est pour les études d'éco-conception. Et la dernière étape, c'est l'investissement. Pareil, on peut accompagner sur l'investissement. On parlait de process tout à l'heure. S'il faut changer des machines, s'il faut changer ce genre de choses, on peut venir accompagner.
Par contre, les étapes doivent se dérouler bien dans le même sens. Si une structure souhaite avoir de l'investissement, on va demander en amont de nous prouver qu'elle a bien démontré et qu'elle a bien fait l'étape de mise en œuvre et ou l'étape de diagnostic. Voilà, on est sur des aides qui ne sont pas des appels à projets. Là, vous voyez, c'est valable jusqu'à décembre 2022. Pourquoi? Parce qu'on est en plein plan de relance. Le plan de relance, à ce jour, est fixé jusqu'à cette date-là. Voilà, donc on a le temps, on n'est pas sur des ouvertures, fermetures, appels à projets, etc. C'est des dossiers, s'ils sont déposés, sont traités par la suite au fil de l'eau. Qu'est-ce que je peux dire également sur cette diapo-là? En tant qu'acteur, vous allez avoir une direction régionale pour chacune des régions. Là, on est sur une présentation nationale. À l'ADEME, on a des expertises qui sont au niveau national sur les sièges sociaux, mais par contre, après, on a une direction régionale par région qui, elles, vont être plus au contact du terrain et au contact des acteurs économiques. Donc, si vous souhaitez des informations, si vous souhaitez déposer un dossier, etc. et autres, c'est auprès de ces directions régionales qu'il faut prendre les contacts et les échanges. Et pour ça, vous trouvez sur Internet, vous pouvez trouver assez facilement, vous tapez responsable ingénieur éco-conception au sein de votre région et vous allez trouver les coordonnées associées. Cette année, donc c'est valable pour tout secteur. Par contre, on a fait 3 petits focus. Ça, c'est pareil, c'est avec notre ministère de l'écologie qui souhaite booster un petit peu plus 3 secteurs. On a le numérique, la mode durable et l'alimentaire. On va venir pousser tout ce qui est éco-conception de services numériques. Donc, vous le voyez à l'écran, des terminaux, des logiciels, des serveurs, des infrastructures. Et les cibles, du coup, c'est l'ensemble des acteurs du numérique et les entreprises qui peuvent utiliser ce genre de service. On a un gros volet, et on le verra après par la suite avec Hiram, qui est sur la mode durable, donc avec la performance environnementale de l'ensemble de ces produits, textiles d'habillement, linge maison, chaussures, l'ensemble des textiles. Et on est assez intéressé et on pousse pas mal, notamment dans le textile, à l'ADEME, pour que des dossiers soient déposés en groupement. C'est-à-dire, voilà, si je suis juste, entre guillemets, juste filateur dans un ensemble d'une chaîne de valeur, il y avait une question tout à l'heure sur la chaîne de valeur, ça va être assez compliqué de venir avoir des leviers ou des leviers d'action, que ce soit en amont et en aval. Donc l'idée, il peut y avoir aussi un dossier qui peut être déposé avec un maillon et une chaîne entière d'acteurs sur la filière lin, par exemple. Voilà, on va venir avec un consortium déposer un dossier pour venir traiter l'ensemble des sujets. Ça avance mieux et on a plus de capacités associées. Les cibles, c'est ce que je disais, porteurs de marque, fabricants, fédérations ou groupements. Enfin, 3e secteur important et intéressant en ce moment, l'alimentaire. Pareil, avec les produits performance environnementale. Également, on travaille par filière ou indépendant. Et les cibles, ça peut être des porteurs de marque régionales. Ça peut être des labels, si vous souhaitez mettre à jour un cahier des charges de labels AOC, SICO, etc. et autres, on peut vous accompagner là-dessus. Distributeurs et acteurs IA de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'était pour les aides génériques à l'éco-conception. Après, un tout petit zoom sur ce qu'on appelle l'appel à projet. Cette fois-ci, on est sur un appel à projet Perfecto. C'est quelque chose qui a lieu annuellement, qui est renouvelé annuellement. Et on est plus là pour le coup vraiment sur de la recherche et développement. Et l'idée, c'est d'aller craquer un verrou et d'aller chercher une avancée technologique qui n'existe pas encore en France ou à l'international. Donc, on est vraiment sur de l'innovation. Vous voyez les dates approximatives. Là, on est entre novembre 2021 et avril 2022 pour déposer le nouveau dossier. Et cette fois-ci, ça va être géré par le national. Ça ne va pas être géré par la direction régionale, ça va être géré directement par les sièges sociaux. C'est sur tout secteur et chaque année, il y a un zoom. Cette année, c'était sur le numérique. L'an prochain, je ne sais pas, mais il y aura ciblé sur un secteur également. Je vous parle là du 3e point, qui s'appelle la méthode empreinte projet. C'est une nouvelle méthodologie ADEME qui va sortir très prochainement, qui va être appliquée à l'appel à projet Perfecto. Et cette méthode-là, à quoi va consister? Comme le disait tout à l'heure Solène, elle a pu nous présenter deux outils, donc la CV d'un côté, la checklist de l'autre.
peut y avoir aussi, on a vu une question sur la CV, ce qu'on appelle conséquentiel, etc. Et ça peut être un peu la jungle, et on peut être un peu perdu dans tous ces outils. Cette méthode emprunt de projet, elle va permettre à un porteur de projet, dès le début, avec ses objectifs, ses attentes, ses besoins, quelle méthodologie et quel outil va être le plus à même et va répondre le plus à ses besoins. Effectivement, on zoome un petit peu assez rapidement sur la CV, et il y a des fois, ça prend du temps, ça prend de l'argent, on se fait des nœuds au cerveau, et en fait, les réponses sont peut-être un peu plus faciles d'accès via d'autres outils. Cette méthode emprunt de projet, qui sera, on va dire, un guide facilitateur pour les acteurs, va sortir pour Perfecto, et après sera également développé pour celles et ceux qui souhaitent expérimenter, donc on va dire en 2022 ou fin 2021. Voilà, à ce sujet-là. On va passer à la communication environnementale. Pourquoi? Parce que une fois qu'un produit effectivement est éco-conçu, etc., l'entreprise souhaite, c'est bien normal, communiquer derrière. Et en plus de ça, pour les clients, pour qu'ils souhaitent s'y retrouver, c'est bien qu'il y ait des logos ou des choses à poser en ce sens-là. On peut accompagner, nous, l'ADEME, les acteurs qui souhaitent rentrer dans ces démarches d'affichage environnemental, à condition, bien évidemment, que ça soit en lien avec une éco-conception. Si c'est juste, OK, j'ai un produit, je veux faire un calcul de l'affichage environnemental et juste communiquer dessus, non, nous, on n'accompagne pas là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait une démarche en ce sens. Je vous en ai évoqué 3, il y a pas mal de labels, hein. Il y a un tas de labels, etc. Par contre, au niveau de l'éco-conception, il y en a 3 qu'on ressort et qu'on essaie de pousser. Donc, l'affichage environnemental, vous voyez à droite, là, ça va être comme les affichages énergétiques, hein, c'est une lettre de A à E, A étant la meilleure note. Donc le but, c'est sensibiliser à la consommation responsable, c'est encourager l'éco-conception, ok. C'est basé sur un calcul d'analyse de cycle de vie du produit et du service. Et là, on est en plein dedans, on a une expérimentation de 18 mois qui va arriver à son terme pour le secteur du textile. Et l'idée et le souhait de notre cher ministère, c'est de développer cette expérimentation à plusieurs secteurs. Donc là, vous retrouvez sur un site internet, vous tapez en fichage environnemental ADEME, vous retrouverez un peu l'ensemble des explications pour celles et ceux qui souhaitent mettre en place et expérimenter cet affichage sur leurs produits. Et vous le voyez, il y a déjà 30 référentiels sectoriels qui sont associés. Un second, c'est l'écolabel européen qu'on connaît peut-être un peu plus dans notre vie citoyenne, on va dire ça comme ça, qui est européen comme son nom l'indique, qui est sur 25 catégories couvertes. La différence entre les deux, c'est déjà que le second, c'est un écolabel, donc qui va venir valoriser uniquement les premiers de la classe, si on peut dire ça comme ça, alors que l'affichage environnemental, on peut avoir un affichage environnemental sur l'ensemble des produits, peu importe leur impact. Et l'affichage environnemental est basé bien plus sur l'analyse de cycle de vie, donc du produit. Enfin, le troisième, je n'y rentre pas trop dans le détail, c'est ce qu'on appelle la méthode PEF, donc empreinte environnementale des produits et organisations. C'est l'équivalent de l'affichage environnemental, mais à l'échelle européenne, donc avec l'ensemble des pays européens. Et donc là, on est également sur une expérimentation en cours sur le textile. Et le but, voilà, on va avoir des bases de données qui vont être bien plus conséquentes, donc ça va prendre plus de temps. Donc là, on est encore un petit peu en retrait, et puis on est dans bien plus de pays, donc voilà, c'est quelque chose qui devrait arriver par la suite, dont il y aura des jonctions et des liens à faire après avec l'affichage environnemental qui est à périmètre français. On va passer maintenant à la réparabilité de la durabilité. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur l'éco-conception. Si on vous rappelez l'économie circulaire, on va passer cette fois-ci sur le côté usage et citoyen, où on a deux types d'offres. Vous voyez, deux types d'aides d'accompagnement. On a l'aide au réemploi, réparation et réutilisation. C'est-à-dire, je suis un acteur qui est un acteur de marché sur un produit. Ok, je l'ai éco-conçu, mais qui dit éco-conception ne dit pas forcément derrière qu'il va être réparable aisément, qui va avoir une durée de vie qui va être la plus longue possible, etc. C'est pris en compte en partie, mais pas totalement. Et si oui, si c'est réparable, est-ce que c'est réparable aisément? Est-ce que les pièces sont accessibles, sont faciles? Et en complément, si ça c'est faisable, qui peut me le réparer?
on s'est tous retrouvés avec le lave-linge qui lâche, il y a juste une pièce, on ne sait pas comment faire. Le dépanneur vient et dit ça sera moins cher de changer directement la machine. Voilà. Donc l'idée, c'est si un acteur de projet souhaite proposer ce service à ses porteurs, avoir du service après-vente, garantir la réparation derrière, récupérer et remettre en vente des produits de seconde main, passer les garanties de 1 an à 10 ans, allonger la durée de vie, etc. On peut accompagner là-dessus, côté ADEME. Et vous le voyez à droite, il y a un nouvel indice qui est sorti au 1er janvier 2021, qui est l'indice de réparabilité. C'est à peu près, il y a une note sur 10, et pareil, ça prend en compte l'ensemble de 6 critères, vous le voyez juste en dessous. À ce jour, c'est appliqué pour 5 catégories d'équipements électriques et électroniques, donc ça c'est obligatoire à partir du 1er janvier. Ça va le devenir petit à petit à l'horizon 2030 pour l'ensemble pour une grande majorité des secteurs. Et donc le but, c'est de lutter contre l'obsolescence programmée ou non, même si c'est pas programmé, on peut vouloir proposer à ses clients des produits qui peuvent être réparables facilement. Et donc en critères, on a les pièces, le prix des pièces détachées, est-ce qu'elles sont disponibles, si oui, combien de temps, est-ce que l'appareil est facilement démontable, est-ce qu'il y a la disponibilité de la documentation technique et pas forcément en 40 langues avec 3 chapitres génériques. Voilà là-dessus. Et entre les deux, vous le voyez, on accompagne également, on fait un zoom sur les emballages, qui est aussi une partie, on l'a vu, qui est une partie de l'éco-conception, notamment par exemple pour les produits alimentaires, pour le textile, etc. On peut avoir du packaging autour, qui peut représenter une certaine partie. On a un zoom là-dessus avec la sortie de la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui vise notamment à supprimer tout ce qui est usage de plastique à usage unique. Et donc le but là, c'est de passer le cap du plastique, donc aller vers une réflexion, soit vers la suppression totale de l'emballage, soit aller vers de l'emballage réutilisable, donc mise en consigne, etc. et autres, soit aller vers un nouveau matériau à l'échelle de cet emballage. Voilà. Donc on peut accompagner également là-dessus. Est-ce que j'ai une autre diapo? Oui, de mémoire. Alors voilà, pour finir là-dessus, comme je vous disais, vous pouvez être contacté quand vous allez contacter quelqu'un de l'ADEME, c'est la direction régionale. Ceci étant, avant tout, vous pouvez aller sur le site internet qui est écrit en gros là en plein écran. Donc c'est agir pour la transition adem.fr. On prend le cas d'aujourd'hui, par exemple, vous êtes une entreprise, vous cliquez là-dessus et vous allez retrouver l'ensemble de nos dispositifs. En fait, vous le voyez en bas à droite, là, vous avez 4 menus déroulants. Vous êtes une entreprise, le thème du projet, donc là, on est sur l'économie circulaire, la région, donc Île-de-France, Hauts-de-France, peu importe, ou les dom-tom, et vous allez chercher un type de projet, est-ce que je veux faire une étude, est-ce que je veux faire de l'investissement, de la R&D, etc. Et ça veut venir vous proposer une liste d'aides sur lesquelles vous êtes censé être éligible. Une fois que vous cliquez dessus, vous tombez sur ce genre de fenêtre qui vous indique des dates de clôture éventuelles ou pas, le descriptif. On a des conditions d'éligibilité, vu qu'on est sur des aides publiques, c'est quelque chose qui est assez cadré, donc on vous invite en amont à télécharger un petit peu ces documents-là et à regarder. Et en bas à droite, vous voyez dépôt de dossier, ça veut dire une fois que vous avez un échange, vous avez fait un échange avec votre interlocuteur ADEME régional, vous avez validé les choses ensemble, vous pouvez déposer le dossier. Et cette plateforme-là, elle permet, une fois que le dossier est validé, si le dossier est validé, elle permet au porteur de projet de suivre son avancement de l'instruction, de savoir s'il va y avoir un paiement en cours, etc. Et autres. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est sorti tout récemment en 2021 et qui permet d'alléger les démarches administratives et d'avoir un lien un petit peu plus accessible entre le porteur de projet et la grande maison de l'ADEME, où parfois on peut assez vite se perdre sur savoir à quelle porte toquer, on va dire ça comme ça. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. Tout comme Solène, c'était parfait. Comment? Tout comme Solène, c'était parfait. Impeccable. On va donc pouvoir passer aux différentes questions. Donc, première question d'Alain. Ces aides rentrent-elles dans le cadre de tremplin pour la transition écologique des PME? J'avais entendu dire que les aides avaient été utilisées. Et donc, son écho est juste à Alain. Effectivement, je ne l'ai pas dit au début, mais je vous ai juste dit qu'il y avait le plan de relance. Donc, il y a un certain nombre d'aides, un paquet d'aides
soit côté ADEME, mais soit via d'autres acteurs publics. Et Tremplin faisait partie, avait une petite brique éco-conception, mais effectivement, à cette date-là, beaucoup le fonds est épuisé. Ou quasiment, il reste quasiment plus rien. Merci beaucoup, Roméo. Une autre question d'Alain. En ce qui concerne les aides communication environnementale, est-il possible de communiquer sur les impacts environnementaux faits à partir d'une ACV expert, entre autres que PEF, qui soit aussi le point de départ d'une éco-conception? Est-il possible de communiquer sur un fait qui soit aussi le point de départ d'une éco-conception? En fait, on peut tout ce qui est affichage environnemental et communication environnementale auprès dans une démarche d'éco-conception, tout ça c'est normé. Il y a une norme ISO qui régit ça et qui dit qu'on peut venir communiquer uniquement une fois qu'il y a une démarche éco-conception qui a été faite dans les règles de l'art. Et en plus de ça, je vais pousser l'exercice jusqu'au bout. Un acteur de projet, un prestataire externe qui fait une démarche d'éco-conception, une ACV par exemple, on est là-dessus, qui veut communiquer derrière, s'il veut communiquer réellement sur l'ensemble des impacts, il faut qu'il y ait une tierce partie, c'est-à-dire un bureau d'études externe qui vient vérifier les hypothèses prises en compte pour pouvoir communiquer. C'est un peu complexe, mais l'idée derrière, c'est d'éviter soit le greenwashing où on dit toujours on peut tout faire dire à des chiffres, encore plus avec la CV où il y a des données assez conséquentes. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, c'est éco-conception et derrière, on peut venir communiquer. Merci beaucoup, Roméo. Une dernière question, je pense, de Nicolas. Indice de réparabilité, affichage environnemental, EcoStore, on assiste à une surencharge de labels. Qu'en est-il de l'impact et de la compréhension auprès des consommateurs? Trop de labels ne tue pas le label? Est-ce que ça ne finit pas par être contre-productif? Pardon. Eh ben, je rejoins, j'ai perdu son prénom, mais je rejoins Nicolas. On est d'accord. Ben là, en fait, l'idée, par exemple, là, on a parlé de l'indice de réparabilité. Et effectivement, il y a la réparabilité, mais on l'a vu aussi, il y a la durabilité qui peut arriver par la suite. Première idée qu'on s'est dit aussi côté de l'ADEME, c'est pourquoi pas on ne fusionne pas les deux, réparabilité et durabilité. L'idée derrière, l'affichage environnemental, s'il y a le PEF, etc. et autres, c'est qu'à un moment, ça soit regroupé. On est d'accord là-dessus. Enfin, pour les deux autres, on voit affichage environnemental et EcoScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'EcoScore, pour l'instant, c'est ce qui est en route vis-à-vis du secteur alimentaire. L'EcoScore est en cours en attendant qu'il y ait un affichage environnemental qui soit le plus pertinent possible et le plus mature possible sur l'alimentaire. Donc l'EcoScore sera également voué à être fusionné entre guillemets avec l'affichage. Donc le but effectivement derrière, c'est qu'il y en ait le moins possible et que ça soit homogénéisé et qu'on évite de perdre non pas le consommateur mais le client. Donc c'est la réflexion, On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Roméo. Pas d'autres questions pour le moment dans l'onglet questions. Donc, une fois encore, n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Roméo pourra y répondre par écrit. Solène aussi. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions aussi à Solène. Roméo, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos différentes coordonnées pour qu'on puisse entrer en contact avec vous suite au webinaire. Super. Juste pour, du coup, je vais mettre mes coordonnées, mais moi, du coup, je suis en direction régionale Hauts-de-France. Donc, ça sera valable pour les acteurs qui ont leurs sièges sociaux en Hauts-de-France. Après, pour l'ensemble, comme je l'ai dit au début, pour l'ensemble des autres acteurs économiques, je vous invite à regarder sur le site internet et vous trouverez assez facilement les coordonnées de mes confrères en région. Et dernier point là-dessus, on a parlé d'éco-conception, mais éco-conception ne veut pas également dire forcément sobriété. Solène en parlait un petit peu tout à l'heure. L'idée, voilà, c'est qu'on peut avoir une ligne d'éco-conception et vendre des produits éco-conçus, mais derrière, il faut aussi qu'on reste dans une logique de sobriété et de respect uniquement des besoins qu'on a, nous, au quotidien en tant que citoyens. Voilà, c'était le petit complément avant de laisser la parole. Merci beaucoup, Roméo. Eh bien, comme vous venez de le dire, on va donc laisser la parole à Mélissa et à Gauthier pour le retour d'expérience du groupe ERAM, l'atelier bocage. C'est à vous. Merci
Donc, je vous propose, je prends la main, après je la laisse à Mélissa. On a découpé en deux parties, plutôt une présentation groupe ERAM et puis la vision de l'éco-conception vue par le groupe ERAM. Et après, une présentation plus ciblée par rapport à Bocage. Alors, par contre, je ne maîtrise pas forcément, je ne sais pas si j'ai la main sur la présentation à distance. Nadège. Oui, j'ai la main. Oui. Super. L'enchaînement est parfait parce que j'ai ni à réévoquer l'aspect technique, ni à réévoquer l'aspect financier. Il est vrai qu'on est tant accompagné aujourd'hui par le pôle éco-conception que par l'ADEME sur différents sujets. L'idée, c'était de vous présenter certains de ces projets, mais de vous présenter un peu le groupe ERAM. Donc moi, je suis Gauthier Bédec, je suis responsable de l'accompagnement de tout ce qui est projet R&D au niveau groupe. Donc j'accompagne les enseignes sur ces sujets-là. Et depuis maintenant un petit peu plus de 18 mois, les sujets autour de l'éco-conception. Donc pas mal de discussions en interne, hein, pas mal de on-dit, de définitions qu'il a fallu statuer au sein du groupe. Donc une grosse réflexion de fond, j'ai envie de dire, sur la stratégie au niveau de l'éco-conception. Quoi qu'il en soit, juste pour présenter un peu les chiffres du groupe. Donc, on représente plusieurs enseignes de mode que vous avez en bas. Et on met à peu près 21 millions de paires de chaussures en achat chez nous pour 42 millions d'articles textiles. Bon, une grosse enseigne chez nous qui porte un peu les volumes, c'est Gémeaux. Et puis, on se structure également avec un pôle centre-ville, notamment Bocage, mais également ERAM, Texto, Mélo Yellow, puis TBS, Les Tropéziennes, Monlimar, Parade pour le marché professionnel et Fago. On a 2 sites de production en France également, qui nous a permis aussi de travailler certains sujets pionniers, notamment sur l'économie de fonctionnalité dont parlera Mélissa après. Et puis un projet structurant qui est devenu un véritable projet d'entreprise. Alors je fais écho vraiment à ce qui a été dit par Solène tout à l'heure, par le soutien de la direction. Parce que c'est finalement ça qui a permis pour nous d'embrayer tous ces sujets-là autour de l'innovation durable et du développement durable. Je vous présente ici juste une petite courbe qui représente la RSE depuis un peu plus de 10 ans maintenant au sein du groupe ERAM, que je qualifierais plutôt au démarrage d'une RSE un peu défensive, notamment sur des problématiques d'innocuité. Et puis après, bien entendu, par rapport à certains drames, notamment le Rana Plaza sur le devoir de vigilance, donc ils nous ont permis de structurer aussi des plans de contrôle en interne, à la fois sur des notions d'innocuité et des notions de compliance et donc d'audit social de nos fournisseurs. Et donc depuis maintenant un peu plus de 2 ans, au travers d'un projet d'entreprise que l'on appelle Change for Good, qui était au démarrage vraiment une démarche RSE, et puis comme je le disais, par une volonté aussi de la famille qui porte le groupe, un projet d'entreprise, donc une vraie colonne vertébrale avec une ambition. Cette ambition, un des chiffres qui parle sans doute le plus, en tout cas en interne, et ce sur lequel on a vraiment cette trajectoire, ce sont 30% de baisse d'empreinte carbone d'ici à 2030. Alors, ce chiffre-là, on l'a posé en faisant une photographie au démarrage et notamment un bilan carbone, donc une dépense de l'ensemble des dépenses environnementales de l'entreprise qui prend en compte à la fois la fabrication de nos produits, mais également tout ce qui va être déplacement collaborateur, qui nous a permis de faire une photographie à l'instant T. Et toute l'ambition, finalement, a été de pouvoir dessiner le trajet pour atteindre cet objectif. Alors, bien entendu, dessiner ce chemin l'a été par définir des mots-clés. Éco-conception, qu'est-ce qu'un produit éco-conçu chez nous? Qu'est-ce qu'une matière éco-conçue? Et donc, ça a été un petit peu, finalement, une grande réflexion qu'on a menée depuis maintenant quasiment 1 an sur définir un socle commun de définition qui nous permettra justement de définir une matière dite responsable pour l'intégrer dans nos produits et puis être plus transparent aussi. Alors, j'adhère également à la réflexion de Solène sur l'humilité, puisqu'on prend aussi le train en marche sur ces sujets-là. Donc, on commence à intégrer des outils à l'éco-conception, des outils de mesure aussi,
Donc, nous, on a adhéré à la notion d'analyse de cycle de vie, et j'en parlerai un petit peu après comment on y a adhéré. Mais c'est, voilà, on est en train de se faire certaines convictions, et puis c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, puisque tout à l'heure, Roméo parlait de durabilité, de réparabilité. Toutes ces notions-là, on a besoin de les intégrer dans cette notion d'éco-conception. Et aujourd'hui, on s'est un peu attaqué, j'ai envie de dire, à nos 80-20, à savoir les premiers leviers d'action, notamment sur des chantiers comme la matière, sur nos bassins de fabrication, sur une politique en termes d'acheminement de nos matières premières ou d'acheminement de nos produits finis, qui nous permet justement de commencer à atteindre cet objectif de 30% d'empreinte carbone en moins. Alors, parmi l'ensemble des accompagnements qu'on a pu avoir avec l'ADEME, j'ai ciblé sur une démarche en particulier. Mélissa parlera d'une autre démarche sur l'économie de fonctionnalité. En tout cas, cette démarche a été un accompagnement entre la CCI Maine-et-Loire, puisque notre siège est positionné à Saint-Pierre-Mont-Limard, et donc on a 2 sites de production autour d'Angers, et l'ADEME, un accompagnement sur une première approche à l'éco-conception, en fait une sensibilisation aux outils d'analyse de cycle de vie, qui a été réalisée par l'utilisation d'un outil, tout à l'heure Solène l'a cité, qui est Altermaker Eco-Design Studio, pardon. Et donc, on l'a ciblé chez nous sur 2 de nos enseignes, une Eram et l'autre Gémeaux, tant sur la dimension chaussures et Gémeaux pour une dimension textile. Et donc, on a défini un périmètre qui était des produits soit made in France, soit des produits mieux disants sur le prisme environnemental. Et l'objectif, c'était de faire des mesures pour justement avoir une caution technique à tous nos choix entrepris et puis de voir si on pouvait justement améliorer ces produits. Et puis ensuite, le deuxième objectif, c'était vraiment d'être cohérent. Et encore une fois, je suis assez en phase avec ce que l'on disait tout à l'heure sur la transversalité et l'aspect interservice, puisqu'il est bien beau effectivement de faire des choix sur l'éco-conception. Il faut également les communiquer de manière claire et précise jusqu'à nos magasins et jusqu'aux consommateurs pour avoir cette notion de transparence. Alors, je présente juste une des premières phases en fait de ce sujet a été de réaliser une phase de diagnostic alors je m'associe en fait à ce que Roméo disait tout à l'heure, puisqu'on a profité aussi de cet accompagnement, notamment là et présenté pour Eram. L'objectif était de voir par rapport à l'ensemble des parties prenantes, de regarder si on était plutôt en anticipation de l'éco-conception ou si l'on subissait plutôt cette éco-conception. Sans grande surprise, en fait, on a des forces, mais on a encore beaucoup de points à améliorer. Effectivement, il y a des enjeux réglementaires forts à venir. Donc, comment est-ce qu'on s'aligne par rapport à des notions d'affichage environnemental demain, et donc qui amène tout de suite le sujet de la traçabilité et de la collecte d'informations. On a aussi, effectivement, parce que c'était l'un des intérêts premiers, c'était de se concentrer sur les enjeux de nos clients et puis les attentes marché à ces sujets-là. Et puis, effectivement, les enjeux sociétaux, on en parlait tout à l'heure, et tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est somme de labels que l'on peut avoir auprès du consommateur. Eh bien, nos équipes de développement de produits sont aussi confrontées à ça, puisque on se retrouve confronté aussi à toute une somme de labels, de certificats matière, de certificats de process, et on a besoin vraiment de pouvoir décrypter tous ces labels. Donc, c'est aussi l'un des enjeux qu'on a décidé de porter. Alors, je présente juste brièvement, de manière macroscopique, vous attachez pas forcément aux chiffres ou aux répartitions. C'est juste pour expliquer finalement les 3 grandes phases que l'on a vécues sur ces premières sensibilisations à l'approche. Et le premier, j'ai envie de dire, c'est l'enjeu majeur que l'on va avoir à résoudre sur les mois et les années à venir. C'est l'enjeu de traçabilité, l'enjeu de collecte d'informations. C'est comment est-ce que l'on s'assure avec nos réseaux de fournisseurs de la fiabilité de l'information qui est transmise et jusqu'à quel niveau de granulométrie on va pouvoir descendre pour aller chercher l'information. Le deuxième point, c'est la mesure. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Donc, nous, on a fait le choix également de commencer à travailler des outils internes pour pouvoir les faire fiabiliser, notamment sur l'affichage environnemental textile
et pour pouvoir commencer à mesurer ces collectes d'informations. Et puis le troisième stade, c'est mon petit 3, là, c'est sur le niveau de performance. Eh bien, en fait, c'est viser la performance environnementale. Et pour ça, c'est avoir une stratégie à l'éco-conception. Alors, je vous ai donné quelques clés tout à l'heure sur lesquelles on a décidé de s'embarquer. L'aspect matière, une stratégie matière, parce qu'on voit que c'est l'un des leviers en fait d'action fort que l'on pourra avoir, le volet transport et le volet fabrication. Alors, suite à ça, et c'est un peu l'action qu'on est en train de mettre en place, et prochainement on va sortir du bois, j'ai envie de dire, sur ces sujets-là, le sujet de la transparence client, puisqu'en fait on a commencé à nouer un peu d'expérience sur la collecte de données matières avec certains de nos fournisseurs. On réalise en parallèle, mais comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un devoir RSE qu'on a depuis quelques temps sur des audits fournisseurs. Et tout à l'heure, j'étais assez curieux aussi d'avoir les réponses de Solène aussi sur ce fameux affichage social, ou en tout cas la correspondance avec les ODD, puisque finalement, il est vrai que l'affichage environnemental, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier tout ce qui va être enjeux sociaux autour de tout ça. Et puis, dernièrement, la fiabilisation et l'analyse des données qu'on a pu collecter auprès de nos fournisseurs. Et donc, la dernière étape pour nous, en termes de preuve de concept, va être de pouvoir se confronter à la transparence client sur ces sujets-là. Alors, juste pour faire le lien maintenant avec la notion de circularité, parce qu'en fait, notre ambition, c'est bien entendu de cranter sur ces sujets d'éco-conception. On a lancé depuis quelques années maintenant des expériences très pragmatiques et très opérationnelles, j'ai envie de dire, puisque notre objectif, c'est de se confronter aussi à des tests magasins, des tests clients, pour mesurer l'appétence aussi consommateur sur ces sujets-là. Donc, atelier bocage, bien entendu, mais d'autres expériences sur l'économie de fonctionnalité, notamment Parade Connect, des expériences sur la réparabilité, comme une marque Cécile, vraiment qui est laboratoire pour nous sur ces sujets-là. Comme Neuf, qui est le corner de seconde main, qui est finalement une externalité également d'atelier bocage, ou des sujets sur la recyclabilité, comme des produits chez TBS avec la ressource. Et puis, des premiers labels. Alors, je mets 3 petits points parce qu'il y a d'autres labels au sein de nos enseignes qui bossent sur le sujet autour de ça, mais des premiers labels avec ERAM sur EcoConcept, ou dernièrement, notre marque Parade sur Parade Éthique. Donc, il s'appuie un petit peu sur ces premiers leviers d'action. Et puis, pour imager un petit peu cette démarche, tout à l'heure, je vous ai présenté un petit peu un outil de mesure qui nous permet d'avoir une première estimation en fait, de l'empreinte environnementale de nos produits. L'ambition, elle est là. Elle est, comme le disait Roméo, en fait, elle est de commencer à travailler sur des indices de réparabilité, des indices de recyclabilité, pour pouvoir demain abaisser l'empreinte de nos produits et puis avoir des modèles facilement réparables, qui puissent permettre d'accentuer leur durabilité, parce que comme on s'en rend compte, de toute façon, l'usage et la relation à l'usage fait partie aussi des impacts forts sur le bilan environnemental de nos produits. Et puis, effectivement, la recyclabilité, où demain, est-ce que l'on sera capable de revaloriser les matières et de considérer nos produits comme des matières premières secondaires. J'en ai fini pour ma partie. Je vous laisse avec Mélissa. Merci Gauthier. Donc moi, je vais effectivement vous parler de l'atelier bocage qu'a évoqué rapidement Gauthier. Nous, on a été accompagnés par l'ADEME. La démarche a été initiée en 2017 par rapport à bocage, autour de la façon dont la marque bocage pouvait allonger la durée de vie de ces produits, de nos produits. Et d'évoquer, de trouver des solutions pour ce faire. Il y a eu différentes pistes qui avaient été. Je n'étais pas encore arrivée moi dans le groupe, donc j'ai pris un peu le train en route. Il était déjà bien lancé. On a été accompagnés donc par l'ADEME et par un cabinet qui s'appelle Imaginable, qui nous a permis de se pencher, assez rapidement, de se pencher autour de l'économie de la fonctionnalité, en se demandant comment favoriser l'usage plus que la possession des chaussures. C'est vrai qu'en tant que marque de mode, on a tendance, on sait très bien que dans les dressings dorment des vêtements, des chaussures, qu'on les possède, qu'on n'utilise pas forcément toutes, ou alors rapidement, etc. Donc ça a été une piste qui a été finalement assez rapidement creusée.
avec des phases de test dès 2018 au départ dans quelques boutiques, puis dans un plus grand nombre, et maintenant quasiment tout notre réseau finalement propose l'atelier bocage. Donc là, j'avais mis quelques chiffres, hein, mais c'est vrai qu'on avait fait le constat à l'époque un peu criant que voilà, des milliards de vêtements, de chaussures sont produits chaque année. Comme je disais là, que la garde-robe n'est pas l'intégralité de nos placards n'est pas portée et a tendance à dormir un petit peu et finissent par être enfouis ou incinérés. Donc un constat un petit peu difficile, mais que comme la plupart des marques de mode maintenant, il y a une prise de conscience et ça s'inscrivait en fait dans ces problématiques. Donc nous, notre défi, c'était continuer à générer de la croissance en tant qu'entreprise et concilier la mode avec une démarche plus respectueuse de l'environnement. Et c'est vraiment ce volet-là que l'ADEME nous a accompagnés pour voir pour l'accompagnement vraiment au niveau environnemental de ce projet d'atelier bocage. Donc on a inventé un nouveau modèle qui permet à nos clientes, là je parle pour nos clientes femmes, puisque ce service s'adresse uniquement, le bocage propose des chaussures pour les hommes et pour les femmes, mais voilà, on a dans un premier temps voulu en fait continuer autour de notre clientèle femme qui représente 80% de nos clients, à consommer mieux en allongeant la durée de vie de leurs chaussures, toujours en ayant le style qu'elles viennent chercher chez Bocage, et en restant une marque de mode malgré cette proposition de ce nouveau service. Donc on a été les premiers à proposer ce service. Je sais que Nike par la suite a proposé un modèle similaire quelques mois après. Et ça coupe un petit peu. Et donc voilà, ce qui l'offre, elle prend cette forme-là, c'est qu'en tant que cliente de Bocage, vous pouvez louer parmi toute la collection Bocage. Au départ, on était uniquement sur le Made in France, puis ça a été ouvert à tous les produits Bocage. À savoir qu'on a une marque qui fabrique 30% à peu près de nos chaussures femmes dans un des 2 lieux de production du groupe Eram, dans le Maine-et-Loire, comme le disait un petit peu avant Gauthier. Donc, pour 29 € l'été ou 34 € l'hiver par mois, donc avec un engagement de 2 mois, vous pouvez louer vos chaussures et les porter pendant 2 mois. Et au bout de ces 2 mois, la paire est récupérée. Elle est renvoyée dans nos ateliers de Montjean-sur-Loire où elles sont reconditionnées selon un brevet qui a été déposé. Donc là, Gauthier, s'il y a des questions, on pourra répondre à ça. Et je sais que tu as beaucoup participé à ce dépôt de brevet autour du reconditionnement. Et ces chaussures reconditionnées sont proposées en seconde main dans nos ateliers, dans nos corners Comme Neuf ou sur notre site e-commerce comneuf.fr. Et on est d'ailleurs toujours en phase de test permanent. Chez Bocage, on aime bien tester beaucoup de choses. Si elles fonctionnent, continuer en ce sens ou pas. Et là, on va tester maintenant, toujours dans l'idée de prolonger la durée de vie des chaussures, de relouer les paires qui ont été portées une première fois. Donc là, le test devrait commencer incessamment sous peu à Paris et à Nantes, dans nos 2 boutiques, pour pouvoir relouer plusieurs fois la même paire de chaussures. On avait, ça fait un petit moment qu'on pensait le faire et qu'on ne pouvait pas pour des raisons un peu techniques de flux, de circulation de chaussures, de pouvoir suivre la chaussure, de pouvoir la relouer, etc. On était un petit peu limité en termes techniques, mais maintenant on a la possibilité de le faire, de pouvoir louer plusieurs fois la même paire de chaussures sur des périodes également un peu plus courtes, puisque là, vous avez un engagement de 2 mois, mais on aimerait bien pouvoir raccourcir aussi ces périodes de location pour répondre à des besoins ponctuels comme des événements ou des cérémonies, ce genre de choses. Donc là, après, il y a beaucoup d'informations sur le site. Hein, je vais pas, voilà. Mais en tout cas, pour louer, vous pouvez le faire en ligne ou en boutique. C'est vrai que nous, nos collaborateurs en boutique ont été vraiment dès le départ, très impliqués dans le projet, puisque le succès reposait également sur le fait de vendre, mais surtout de louer les chaussures en boutique. Autant vous dire que ça a été
beaucoup de travail de pédagogie, d'explication pour des vendeurs et des vendeuses de chaussures de proposer la location à leurs clients et leurs clientes, enfin à leurs clientes plutôt. Et finalement, aujourd'hui, on voit que toutes les équipes en boutique ont réellement compris l'enjeu de cette démarche et elles sont les premières prescriptrices du service. Tous nos collaborateurs sont également abonnés en fait à l'atelier bocage et bénéficient de cette location. Donc c'est vrai que elle participe réellement à tout ce projet qui est vraiment innovant et où on a été assez précurseur dans le domaine. Et tous les 2 mois, de pouvoir choisir une nouvelle paire de chaussures qui est ensuite renvoyée pour le reconditionnement. Donc, ça a été tout un travail aussi autour des flux de chaussures, de pouvoir les suivre, de savoir où elles en étaient dans le cycle est-ce qu'elles sont en reconditionnement, est-ce qu'elles sont ressorties, etc. De pouvoir en faire des nouvelles références, etc. Donc, c'est toujours, d'ailleurs, on essaie d'améliorer encore cette partie logistique qui représente pas mal de travail en interne chez Bocage. Voilà, c'est des sujets qui nous occupent encore aujourd'hui. On est quasiment à 1500 abonnés actifs en ce moment. Donc fois 6 sur une année complète de paires de chaussures. Donc c'est comme des gros, la circulation des paires louées et qui reviennent c'est des volumes assez importants. Donc beaucoup d'acteurs impliqués dans le projet, que ce soit la logistique, à Montjean-sur-Loire dans les ateliers. Voilà, on est tous en interne. Tous les services sont vraiment impliqués dans l'atelier bocage. Donc là, j'avais remis un peu les bénéfices pour nos clientes. Je vais passer assez vite là-dessus, avec les médias institutionnels au départ qui sont vraiment intéressés au projet. Encore maintenant, on est beaucoup sollicités sur ce projet-là, de par les journaux, les médias, etc. Donc, les principaux enseignements, j'essaie de passer assez vite, mais on a autant d'abonnements en ligne qu'en boutique. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que les conseillers de vente sont vraiment appropriés le projet et réellement impliqués au quotidien aussi dans le recrutement d'abonnés ou le suivi des abonnés. Pour certaines, elles sont abonnées depuis les débuts, depuis 2 ans quasiment. Et on voit aussi un rajeunissement de notre cible de clientèle avec des clientes qui sont un peu plus jeunes sur la location. Donc, c'est aussi intéressant pour une marque comme Bocage qui aimerait bien un peu rajeunir. Parfois, les produits sont eux-mêmes de plus en plus, plus en plus images pour certains avec nos iconiques. Mais ça nous permet aussi de séduire des clientes plus jeunes qui sont parfois plus, en tout cas, qui ont plus cet aspect environnemental en tête. Et donc là, comme neuf, c'est le réseau de seconde main reconditionné. Donc on a 7 corners au total. On a aussi des corners dans des boutiques de seconde main, chez Patatam par exemple, ou une boutique à Lille qui s'appelle Slow Mode. Donc on commence aussi à avoir des petits corners dans des boutiques de seconde main qui viennent chercher en fait notre expertise de chausseurs, et le fait d'avoir nos ateliers en France nous permet de reconditionner les chaussures. C'est vrai qu'il y a des freins assez importants sur la seconde main, sur la chaussure, en termes d'hygiène, de forme, etc. Et le brevet qui a été développé par la manufacture et la R&D et Gauthier notamment, nous permet vraiment d'adresser ces freins qui étaient quand même assez importants à l'origine, de pouvoir garantir une hygiène irréprochable et une forme également de la chaussure qui est comme neuve, comme on l'appelait quasiment. Mais c'est vrai que ça a été aussi un argument de poids pour notre offre de seconde main. Donc par la suite, je vous disais les différents textes qu'on a toujours dans cette optique d'allonger la durée de vie des produits. Donc on a l'atelier Bocage Homme qui est en cours de test dans une de nos boutiques du sud de la France pour creuser un peu le volet de nos clients hommes à leur appétence à éventuellement louer demain leurs chaussures de la même manière que nos clientes. On a aussi des corners de seconde main où nos clients et nos clientes sont invités à ramener leur paire de Bocage
où on les remet on les met en fait, on leur donne une remise en beauté, on va dire, de la chaussure qui est faite. Et la paire de chaussures est revendue sur le corner, sans repasser par les flux de l'entrepôt, de l'usine, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont actuellement en place dans 5 corners de notre réseau qui compte 85 boutiques. On a la nouvelle offre de location de seconde main de courte durée, donc pour pouvoir louer à la semaine toutes nos paires de comme neuves. Et on a, il y a 3 semaines maintenant, on a déroulé une formation. On est accompagné par les Compagnons du Devoir pour un service de bichonnage. Donc, le bichonnage, c'est un, comment dire, c'est pas la cordonnerie, mais c'est une remise en beauté de la chaussure qui a été dispensée auprès de tous nos responsables de magasins, puis dupliquée auprès de nos équipes pour pouvoir, dès septembre, proposer en fait ce service dans toutes nos boutiques. C'est aussi un des services qu'on propose. On est garant de la qualité des chaussures, mais on veut demain pouvoir accompagner nos clients dans l'entretien de leurs chaussures. Ça passe aussi par là. C'est vrai que parfois, on peut croire que la chaussure est vraiment abîmée, mais avec l'expertise et puis les conseils aussi qu'on donne à nos clients de pouvoir les remettre en état et de pouvoir les continuer à les porter plus longtemps. Et on a au sein du groupe une équipe projet qui travaille sur une plateforme de chaussures de seconde main, qui a un projet qui a pris un peu de retard, mais qui devrait voir le jour début 2022, parmi toutes les marques du pôle centre-ville dont parlait Gauthier tout à l'heure. Voilà, je vois que je suis plus trop dans les temps. Mais voilà, c'est un modèle, l'atelier bocage, qui répond à plusieurs défis qu'on avait à l'origine et qu'on a encore aujourd'hui. Tous les volets de la RSE, que ce soit les volets sociaux et sociétaux, environnementaux et économiques. Environnementaux, je pense qu'on a vraiment réussi à gagner ce défi de pouvoir passer de cette logique de possession à une logique d'usage. Je pensais avoir fait l'inverse, mais non, c'est bon. Et de pouvoir, d'éduquer, de prendre la parole aussi sur sur la logique de réemploi, de réparation également, d'entretien de nos chaussures, et puis d'embarquer nos équipes sur terrain, siège, usine, de pouvoir diminuer, à terme, diminuer notre production. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite faire. Et puis économique, puisqu'on arrive à retomber dans les clous, avec ce modèle qu'on a pu affiner aussi petit à petit. C'est pour ça qu'on a 2 prix maintenant, prix été, prix hiver, pour adresser aussi la différence de prix qu'il peut y avoir entre une paire de chaussures estivale et une paire de bottes, par exemple. Donc on arrive à cocher maintenant toutes les cases, on va dire, sur les différents volets RSE. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup, Gauthier. Voilà, on a quelques questions. Donc, la première de Nicolas. Quelles ont été les réticences et les freins à lever pour ce projet, donc logistique, merchandising, marketing, communication, etc. Avez-vous atteint vos objectifs et prévoyez-vous de pérenniser ce modèle sur l'ensemble du réseau? C'est une bonne question. Alors, Gauthier, toi, tu étais là tout au début, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, quand je suis arrivée en 2018, mais en 2017, quand ça a été proposé en interne, c'était vraiment, ça a vraiment pour le coup été la direction chez Bocage qui a été vraiment, qui n'a pas lâché le morceau, mais je sais qu'il y a eu beaucoup en interne, beaucoup de débats et des personnes qui ne croyaient pas forcément au projet. Je sais que la ténacité de notre directrice de marque et de notre directeur à l'époque aussi de marque, il a été pour beaucoup. Il y avait, on est fabricant de chaussures, on a toujours vendu des chaussures, n'achetez plus, louez-les. C'était vraiment des gros bouleversements en interne, même le commercial. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose de très différent de notre cœur de métier, de ce qu'on avait toujours fait. Donc ça a été... Il y a eu pas mal de réticences, plus des flux, des mouvements de chaussures
qui n'étaient pas habituels non plus. La DSI qui a dû mettre en place des nouveaux, comment dire, en termes de logistique, des nouvelles choses, etc. Nos objectifs, ils ont été un peu, voilà, les différents confinements, les fermetures de nos boutiques ces derniers mois. Je ne suis pas contente d'aller, mais voilà, ces derniers mois ont quand même ralenti un petit peu nos objectifs. Mais pour l'instant, on s'est vraiment maintenu malgré tout. En termes d'abonnés, etc. Donc, et puis, prévoyez-vous de pérenniser ce modèle sur l'ensemble du réseau. Donc, chez Bocage, maintenant, il ne reste que quelques boutiques qui n'ont pas l'atelier Bocage, mais ça devrait vraiment ne plus être le cas là, dans les prochains mois. Donc, dans toutes les boutiques Bocage, quasiment, vous pouvez maintenant louer l'intégralité des chaussures femmes. Pour l'homme, ça attend encore un petit peu, du coup, les résultats du test à Antibes, mais voilà. Et donc, au sein du groupe, on est les seuls à faire la location de chaussures pour le moment. Merci beaucoup, Mélissa. Gauthier, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non, juste pour compléter peut-être. Enfin, oui. Peut-être que Mélissa, ce que Mélissa a pu dire sur l'un des freins, effectivement, au début, au-delà de la dimension environnementale qu'il a fallu aussi démontrer, parce que démontrer l'impact environnemental au reconditionnement, et c'est là où, en fait, on a fait aussi, on a joué une carte intéressante, c'est les rapprochements du bassin de consommation et du bassin de production et capitaliser sur les savoir-faire de nos usines pour pouvoir reconditionner les produits. Ça, c'est d'un point de vue environnemental, puisque en termes de reverse logistique, donc de retour des produits à reconditionner, ça a un impact non négligeable sur le plan environnemental. Effectivement, la question se posait, comme le disait Mélissa, sur la gestion des stocks. Je vais être très dimension économique, mais aussi sur la rentabilité de ce système, la rentabilité au mètre carré d'un produit en location versus un produit neuf. Et puis aujourd'hui, on n'a pas craqué tous les verrous sur l'aspect retour logistique, puisque, comme le disait Mélissa, aller faire le lien de la référence reçue avec la référence d'un produit neuf, ça demande encore une automatisation du système, pas mal de soucis informatiques derrière. Oui, c'est vrai que ce n'est pas négligeable, on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est vraiment des questions qui se posent et c'est un work in progress tous les quotidiennement, quasiment. C'est vrai. Encore aujourd'hui, effectivement, il reste des problématiques, en tout cas, ça pourrait être fluidifié davantage, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, une seconde question de Solange. Comment gérez-vous la collecte de vos chaussures en magasin corner en offre de seconde main? Et que gagne votre clientèle qui n'est pas abonnée au reconditionnement et qui ramène ses chaussures Bocage avec un bon d'achat, par exemple? Sur la seconde main, hors location de chaussures. J'imagine que c'est ça. En offre de seconde main, oui, c'est ça. Du coup, n'importe quelle cliente ou client, d'ailleurs, pour le coup, on récupère les paires de chaussures hommes et femmes. On leur offre en effet un bon d'achat lors de la vente de la paire. Un bon d'achat. C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin d'être abonné pour bénéficier de ces corners, de seconde main. Merci beaucoup, Mélissa. Une question d'Alain. Bravo pour ce projet. Allez-vous proposer un coût moindre pour pousser à la location des chaussures non neuves pour limiter la fabrication de chaussures neuves? Oui, le prix qui a été retenu pour la semaine, il est de 20 €. Je ne dis pas de bêtises, mais c'est ça. Pour une semaine de location d'une paire de chaussures. Donc, il est, imaginons, je ne sais pas moi, une cérémonie, un baptême, par exemple, ça vous coûterait 20 € de louer une paire de chaussures Bocage pour une courte période. Merci beaucoup. Une question de Gilles. Ça sera la dernière question pour respecter le timing, sachant que je prends encore la parole de petites minutes juste après. Donc, une question de Gilles. Avez-vous fait certifier le bénéfice environnemental de la location versus achat par un tiers pour avoir un claim solide? Je vais répondre, Mélissa, si tu veux. Alors, on ne l'a pas fait certifier par un tiers. Pour autant, ça faisait partie des livrables auprès de l'ADEME, justement, pour valider qu'il y avait bien un bénéfice environnemental.
En fait, on est rentré assez rapidement sur le sujet de la durabilité et notamment la mesure de la performance à l'usage de nos produits. Et donc, entre la performance laboratoire et le lien d'usage. Donc, on l'a en interne fait. On n'a pas communiqué pour autant sur le bénéfice environnemental jusqu'alors. Mais pourquoi pas, ça peut être envisageable. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, je pense que voilà, on a fait le tour des questions. Gauthier, Mélissa, n'hésitez pas à mettre l'ensemble de vos coordonnées dans le chat pour que on puisse rentrer en contact directement avec vous si d'autres questions viennent à arriver ou tout au long de la semaine ou les mois prochains, il n'y a pas de souci. Très rapidement, je vous présente les prochains webinaires que nous organisons. Donc, le prochain, c'est demain, 9h, où on va vous faire la présentation de l'appel à candidature Retail Booster, donc qui est l'accélérateur de Picom by Cap Digital qui a été mis en place il y a 3 ans maintenant. Donc, je vous invite à vous y inscrire sur le lien qui figure à l'écran, mais vous allez recevoir, comme précisé initialement, la présentation, mais vous retrouvez également dans le chat en tout début de session la programmation et vous pouvez cliquer sur ce lien. S'en suivra le jeudi 8 juillet, juste avant les grandes vacances scolaires et que tout le monde attend avec grande impatience, un webinaire sur le gaspillage alimentaire, comment faire converger les attentes des consommateurs et des distributeurs, donc en collaboration avec I Love Retail et Smartway. Nous sommes à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en tant que Picom by Cap Digital. Donc, Mélanie concernant l'administratif et la comptabilité, moi-même pour la communication, Bruno pour les projets de R&D et Pierre pour tout autre projet au sein du Picom by Cap Digital. On est à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Mélissa, pour les coordonnées. Dernier point, en tant qu'adhérent à Cap Digital ou Picom by Cap Digital, vous avez la possibilité de mettre en visibilité votre livre blanc. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi, en l'occurrence, venir vers moi en m'envoyant votre livre blanc pour que je puisse en prendre connaissance et qu'on puisse programmer ensemble une session donc d'1 heure sous forme de webinaire pour être mis en visibilité auprès de l'ensemble de notre écosystème. N'hésitez pas. Voilà, il me reste à remercier Solène, Mélissa, Roméo, Gauthier pour votre temps, pour votre expertise et puis pour toutes vos lumières. Merci pour tout. Merci également à l'ensemble de nos participants sans qui ce type de webinaire ne pourrait pas avoir lieu. Je vous invite à vous rendre sur le site Picom by Cap Digital ou le site Cap Digital pour prendre connaissance de l'ensemble de notre programmation, prochaine programmation. Et si nous n'avons pas l'occasion de pouvoir discuter d'ici les grandes vacances, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Solène, Mélissa, Roméo, Gauthier, une fois encore merci. Et je vous dis à tous très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.